scrupuleusement. On a, selon la classe à laquelle on appartient, on n'a pas le droit de porter telle ou telle couleur de kimono, telle ou telle coupe de vêtements. Le luxe est proscrit, les voyages à l'étranger sont formellement interdits, toute sortie ou entrée dans le pays d'ailleurs est formellement interdite, sous peine de mort. Le christianisme est interdit, mais c'est le prix à payer pour le retour de la paix. Et c'est donc un prix que la plupart des Japonais vont payer relativement volontiers, dans la mesure où on n'en peut plus des guerres civiles quoi, qui ont saigné à blanc le pays. Et donc on se soumet de plus ou moins bonne grâce à ce nouvel ordre qui s'instaure pour longtemps. Cette période a laissé un héritage, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, continue de fasciner quelques occidentaux dont je suis, évidemment, et beaucoup de japonais. On pourra citer parmi les plus connus le célèbre cinéaste Akira Kurosawa, donc, qui a filmé beaucoup de films d'époque, notamment Kagemusha, Dorakan et Ran, qui sont vraiment tout à fait centrés sur cette période-là, entre autres œuvres, hein, enfin celles-ci sont les plus célèbres. Les mangas ne sont pas en reste, hein, comme on peut l'imaginer, avec ces titres, moi je connais moins bien ce univers, mais enfin des titres qui sont quand même assez connus, notamment Kenshin, je crois, et Vagabond, qui sont assez célèbres. Les romans sont très très nombreux sur cette période-là. Je vous conseille tout spécialement l'œuvre d'Ino Yasushi, qui a vraiment bien restitué dans plusieurs romans cette atmosphère-là, et notamment la place des femmes, qui n'est pas très enviable à l'époque, qui sert de monnaie d'échange. Le château de Yodo, c'est l'histoire de Dame Yodo dont on a parlé tout à l'heure, la mère de Hideyori, dame de fer, mais qui hélas va choisir le mauvais camp. Et puis les jeux vidéo qui sont aussi très bien faits, notamment Shogun Total War qui est connu pour son respect très scrupuleux des équipements et des clans et des rapports de force entre clans de l'époque. Voilà, mon exposé est terminé. Je vais faire un tout petit peu de publicité, mais surtout, je vous recommande en particulier la lecture de ces ouvrages-là pour ceux qui voudront en savoir davantage. Voilà, c'est juste quelques-uns. Et puis je signale la ressortie donc récente du livre de Madame Alice, L'Art chinois, chez Larousse. Merci, voilà. C'est vraiment très gentil. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai pas vu leur passer. Et y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Attendez, je vais prendre le micro. Je peux parler très fort. Hein. Oui, bon, ça va. À cette époque-là, il y a des grandes vagues de piraterie sur les côtes chinoises et coréennes à l'occasion des invasions. Et j'aurais voulu savoir dans quelle mesure les samouraïs participaient à ces vagues de piraterie. Est-ce qu'ils dirigeaient de loin ou est-ce qu'ils étaient sur les navires ou est-ce qu'ils n'avaient aucun rapport avec les vagues? Alors c'est une bonne question parce que pendant longtemps on a cru qu'évidemment ce monde d'honneur et de guerriers ombrageux n'avait rien à faire avec des pirates. Et on se rend compte à mesure que les études avancent que les choses sont infiniment plus compliquées. Et en fait les rapports entre les clans guerriers et ceux qui sont à l'époque les futurs pirates, mais déjà au temps lointain de la guerre des Genpei, donc au tout début de l'épopée samouraï, on a déjà des connexions assez étroites entre les Taira et ceux qui se livrent à la piraterie. Donc ils font souvent office de marine un peu de marine d'occasion, enfin de marine occasionnelle plutôt, parce que d'occasion ça risque d'être mal perçu. Donc c'est ce qu'on appelle les wako, hein, c'est le terme qu'on emploie à l'époque. Les wako, ce sont les hommes de wa, donc c'est ainsi que les Japonais vont les appeler. Les Chinois les appellent ça. En chinois, ça veut dire les pirates de wa. De wa, donc wa c'est le Japon. Hein. Mais en fait, si les Japonais vont d'abord être les wako, effectivement, assez rapidement pendant la période Sengoku, on voit qu'il y a beaucoup d'apatrides chinois, coréens, beaucoup de pirates vraiment issus d'origines extrêmement diverses et qui sont complètement manipulés, parfois à des degrés assez élevés du pouvoir, hein, par les daimyo. Hein. Le daimyo de Tsushima, qui est une île qui est à équidistance entre la Corée et le Japon, est lui-même un chef pirate, en tout cas à ses heures. Évidemment, les raids sont plus ou moins téléguidés par des chefs samouraïs. Et lors du siège d'Osaka, un corps expéditionnaire en fait débarque, hein, arrive par la mer. Il est aux ordres du clan Kuki, qui est un célèbre clan pirate qui a été fait daimyo en fait par Hideyoshi parce qu'il s'en est servi pour envahir la Corée. Donc l'implication est très étroite, le degré d'implication est très étroit entre les pirates et les guerriers. On peut quasiment parler de samouraï maritime. Hein. Enfin, en tout cas pour les plus basses catégories. Puis il y a le problème de tribu aussi, puisque parce que moi je peux la voiture.
je ne sais pas si, enfin vous allez me corriger, hein, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de cette histoire, mais je sais que vu du côté chinois à l'époque, il y a un véritable problème avec ces envoyés justement des daimyo qui représentent les grands clans japonais et qui viennent en Chine. Vous savez que la Chine à l'époque ne concevait les relations avec l'étranger que sous la forme du tribut. Donc si vous veniez voir l'empereur de Chine ou un fonctionnaire important, c'est que forcément vous trouviez que ce pays chinois était formidable et vous veniez apporter votre tribut. En fait, c'était une façon de faire du commerce puisque l'empereur de Chine ne pouvait pas accepter d'être redevable à quelqu'un du cadeau qu'il lui avait fait. Donc c'est le système du don et du contre-don. Donc si les Japonais apportaient des objets de valeur, l'empereur de Chine était obligé de leur donner de l'or, de l'argent, des soieries, des jades, etc. Et il y a un vrai problème à partir pendant tout le XVIe siècle, à toute l'époque des Wako, entre les Japonais et l'administration chinoise, parce que justement les hommes de guerre japonais n'arrêtent pas d'apporter des sabres. Ce qui au début réjouit beaucoup les Chinois, parce qu'ils se disent avec ça on va découper les Mongols en rondelles. Donc ils trouvent que les sabres japonais, comme ceux que vous avez devant vous, sont extraordinaires. Mais il y a un moment où ils en avaient tellement dans les arsenaux qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Et ils trouvaient que ça leur coûtait très cher, parce qu'à chaque fois ils devaient les payer en or, en argent, en jade, etc. Et alors ils mettent les samouraïs, ou je ne sais pas, Julien Pelletier saurait beaucoup mieux que moi dire quels sont ces gens qui apportent les sabres, ils les mettent dehors en disant on n'en veut pas. Et alors les autres forcent l'entrée. Bon, c'est un des aspects de la piraterie aussi. Oui, pour continuer sur cet aspect tributaire qui est effectivement très important, très central dans les relations politiques entre les États d'Asie et de l'Extrême-Orient, effectivement pendant la période Ashikaga, on a le Ashikaga Yoshimitsu qui est le bâtisseur du fameux pavillon d'or, hein, que vous connaissez peut-être, donc l'un des shoguns vraiment emblématiques, évidemment mécène, qui va, par souci de... on lui prête des ambitions impériales. Certains considèrent qu'il voulait carrément déposséder la maison impériale, qui pour l'anecdote est la seule maison régnante au monde dont on ne peut pas situer, dont on ne peut pas tracer l'origine, parce qu'en fait elle est dans une continuité telle que personne ne peut démontrer que l'empereur n'est pas effectivement le fils du soleil et de la lune, enfin, comme la légende, enfin, dans la mythologie japonaise, c'est un peu compliqué. Mais, donc oui, on a un shogun Ashikaga qui reconnaît la suzeraineté chinoise. Et reconnaître la suzeraineté chinoise, ça veut dire qu'on n'a plus affaire à un empereur, on a affaire à un roi. Oui, mais si je nomme le shogun roi, alors quelle est la place de l'empereur? Du coup, ça crée un imbroglio. Alors ça, c'est très profitable au commerce, qui d'un seul coup redémarre, alors qu'il s'était fermé. Donc c'est très très bien pour les caisses du shogunat. En revanche, c'est diplomatiquement très très délicat. Et donc il va à la fois faire le bonheur des clans qui commercent avec le continent et s'aliéner complètement tous les autres clans qui, eux, n'ont pas voix au chapitre là-dedans et qui considèrent que c'est vraiment une humiliation nationale que de s'abaisser à cette reconnaissance de la suzeraineté chinoise. Ce qui n'avait pas été fait depuis des siècles. Hein. Donc évidemment, c'est un retour en arrière pour les traditionalistes, on va dire. Une autre, monsieur, oui. Ensuite, j'ai une question, mais elle est peut-être un petit peu trop précise, c'est sur Sekigahara en fait. J'ai trouvé la figure de Otami Yoshitsugu. Ouais. Et j'ai vaguement compris l'histoire de la trahison des troupes qui étaient disposées entre le mont Matsuo et Sekigahara. Il y a eu une trahison, puis après tous les autres se sont retournés. J'ai pas compris en fait comment ils se sont retournés. Est-ce qu'ils avaient plus ou moins déjà anecdote prévu? que j'aime bien raconter, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai accéléré, donc très bien, à la bonne heure. Non, alors effectivement, l'histoire de ce pauvre Otami Yoshitsugu est assez amusante, enfin héroïque, vous choisirez. Mais alors la bataille de Sekigahara est remportée encore une fois grâce à un traître, un félon, enfin c'est un tout jeune homme, donc on pourrait plutôt considérer que c'est un pauvre garçon qui se retrouve trinque-ballé entre des intérêts politiques qui le dépassent complètement, mais qui, par un concours de circonstances politiques, est à la tête d'un contingent très très important à Sekigahara. Et il est supposé combattre avec l'armée de l'Ouest, or en fait on sait qu'il a été approché par les Tokugawa pour trahir pendant le cours de la bataille. Et voyant que la bataille ne se déroule pas exactement comme il l'avait prévu, que personne n'arrive à vraiment prendre l'avantage et que peut-être que l'armée de l'Ouest va l'emporter, il se demande s'il ne va pas finalement renoncer à trahir.
Et Tokugawa Ieyasu, pour le presser de trahir, dit écoutez, ordonne à ses généraux de faire tirer sur son contingent. Il dit écoutez, moi, j'ai pas de garantie qu'il se joint à nous. S'il n'est pas avec nous, il est contre nous. Considérez-le comme un ennemi, feu à volonté. Et là, c'est le déclic. Il se dit bon, bah, alors là, il faut que je choisisse. Et il va finalement trahir. Et sur son chemin, alors, effectivement, ces 15 000 hommes dévalent du mont et prennent complètement en tenaille l'armée de l'Ouest, qui à la suite de ça va se disloquer. Et il se trouve que le premier contingent sur son chemin, c'est le contingent d'Otani Yoshitsugu, qui est un daimyo lépreux, donc qui est venu sur le champ de bataille en palanquin, qui est déjà gravement atteint à l'époque. Et l'anecdote dit qu'il est venu sur le champ de bataille combattre à côté d'Ishida Mitsunari, donc le commandant en chef de l'armée de l'Ouest, parce que celui-ci était un fin connaisseur de la cérémonie du thé, qui à l'époque n'est pas seulement un passe-temps de dilettantes de haut rang, mais surtout un moyen de se rencontrer entre personnes de la même catégorie sociale, tout spécialement de seigneurs de haut rang, et de nouer en toute discrétion des alliances, des mariages, enfin bref, de se rapprocher ou de montrer ses divergences le cas échéant. Et donc ce pauvre Otani Yoshitsugu voit arriver s'est rendu à Sekigahara, nous dit-on, parce que pendant l'une de ces cérémonies du thé, une goutte de liquide est tombée de son nez dans le bol de thé qui tourne de convive en convive. Et les autres, voilà, lépreux, ça va bien, je passe mon tour. Et Ishida, pour sauver son camarade, son commensal de la disgrâce, attrape le bol de thé, le vide d'un trait en disant excusez-moi, mais mes seigneurs, j'avais vraiment trop soif. Pour récupérer, pour sauver la situation. Et donc c'est en souvenir, nous dit-on, de cette anecdote et de ce service rendu que Otani Yoshitsugu est venu mourir à Sekigahara, puisqu'il va évidemment, sa petite troupe est rapidement balayée. Il demande voyant, parce qu'il avait anticipé quand même, il sentait le coup venir, voyant que les jeux sont faits, il demande à l'un de ses capitaines de lui couper la tête pour qu'elle ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Et sa tête, on ne sait toujours pas où elle est, elle n'a jamais été retrouvée. Elle n'est pas tombée entre les mains. En tout cas, elle n'est pas tombée entre les mains de l'ennemi. En fait, vous avez parlé de la Chine, du Japon, donc des samouraïs. Mais moi, ma question, c'était est-ce qu'il y avait déjà un modèle en Chine au niveau guerrier? C'est-à-dire, est-ce que la naissance des samouraïs au Japon est issue d'un modèle existant en Chine, c'est-à-dire une équivalence, ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment particulier au Japon? Non, pour une raison très simple, c'est que la Chine a toujours eu un rapport, en tout cas dans les affaires militaires, assez particulier avec le cheval, avec la cavalerie de manière générale. Elle a souvent connu des déboires en essayant de s'opposer aux peuplades du Nord, donc des Turco-Mongols qui l'envahissaient, qui menaient des raids assez réguliers sur ses frontières nord, et qui parfois ont fait plus que mener des raids. Elle a toujours tenté de développer une cavalerie digne de ce nom, et elle a toujours échoué dans ce sens. Donc, sans compter que la tradition chinoise ne met pas tellement l'accent sur la bravoure individuelle, mais plutôt sur le combat de masse, la tradition militaire chinoise. Donc, dès la haute antiquité, les chroniques parlent plutôt d'énormes régiments d'infanterie et très très peu de cavalerie. Et la cavalerie est régulièrement une épine dans le pied de l'armée, de la conception militaire chinoise. Donc, non, on n'a pas du tout d'équivalent. On a des équivalents au nord, dans la steppe du cavalier archer, évidemment, mais pas en Chine même. Madame Élise Seyev. Est-ce que je peux ajouter un mot? Simplement, la Chine a quand même fourni, je souscris bien sûr tout à fait à ce que dit Julien, et simplement je rappelle que le mot samouraï, à l'origine, bon je l'ai écrit là mais vous ne le voyez pas, c'est le mot qui, en Chine ancienne, et je dirais même en Chine antique, sert à partir du moment où la Chine entre dans l'écriture, c'est-à-dire véritablement un peu après Confucius, c'est-à-dire à l'époque des royaumes combattants justement, mais des royaumes combattants chinois qui se situent entre le début du 5e siècle avant notre ère et 221 avant Jésus-Christ, qui est le moment de la fondation de l'Empire. Ce caractère qui sert au Japon pour désigner les samouraïs est un mot qui en chinois désigne tout de même exactement la même chose, c'est-à-dire à cette époque, quelqu'un qui aide un personnage qui appartient à l'élite de la société. Et il faut bien se dire qu'à l'époque des royaumes combattants, l'élite n'est pas encore une élite lettrée comme elle le sera après, c'est essentiellement une élite qui vit les armes à la main, parce qu'on retrouve exactement le même phénomène
de principautés qui s'extirpent de l'autorité d'un roi qui semble bien lointain et qui se développent économiquement et combattent. Donc ce mot a quand même un sens très, très profond dans la tradition chinoise. Et autrement, je suis complètement... D'ailleurs, ce n'est pas antinomique, au contraire, c'est un ajout. Et puis, pour la cavalerie, oui, c'est un vrai problème en Chine, puisque les Chinois sont dans l'Antiquité, ils se battaient à pied. Et ensuite, la guerre change vers le IIIe siècle avant notre ère, quand ils découvrent l'épée, et non pas la hallebarde avec un crochet qui permettait de couper les jarrets des chevaux et des cavaliers éventuels. Et donc, effectivement, les forces des armées chinoises sont des fantassins. Mais ils sont attaqués par tous ces peuples de la périphérie, du nord et du nord-ouest, et qui sont des gens des steppes, qui sont de très bons cavaliers. Et ce problème qu'évoquait Julien va durer pendant pratiquement jusqu'à la fin de l'Empire. Tous les grands généraux, presque toujours les grands généraux qui ont gagné de belles batailles dans l'histoire chinoise, ils l'ont gagné avec la cavalerie, mais c'était une cavalerie étrangère, dirigée par des généraux étrangers. Et il arrive ce qui se passe, par exemple, en 755, à l'époque des Tang. Vous avez un grand général étranger qui s'appelle Han Lushan, qui est vraiment celui qui, depuis 15 ans ou 10 ans, je ne me rappelle plus, maintient la paix dans la région de Xi'an, dans toute la région du fleuve Jaune. Il protège par ses alliances toutes les frontières nord de la Chine. Et puis un beau jour, la tête lui tourne, il en a assez, il se dit je vais prendre le pouvoir, parce que de toute façon c'est moi qui dirige tout. Et à ce moment-là, l'Empire est déliquescent, parce que c'est comme si toute notre armée, c'est le coup d'État. Je crois que juste... C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais l'époque Sengoku est nommée ainsi en référence à la période des royaumes combattants. Le chinois, grosso modo, le chinois est au Japon ce que est au japonais ancien, ce que le latin a pu être dans l'Europe médiévale. Donc tout ce qui est grande tradition littéraire, grande tradition culturelle fait référence aux Chinois, fait référence à la Chine. Et donc, évidemment, les grandes périodes historiques, on les nomme en conséquence. Et le Sengoku Jidai, certains ont trouvé que cette époque évoquait la période des royaumes combattants, et c'est en conséquence qu'on l'a nommé... Royaumes combattants, puisque ce sont les mêmes caractères qui sont prononcés Sengoku en japonais Jango en chinois. Et même caractère. Les mêmes caractères. Madame, monsieur... Je voulais savoir si les samouraïs ont réapparu au 19e. Ah non, ils ne sont pas réapparus. Hein. Ils étaient toujours là. Oui, mais est-ce qu'ils ont de nouveau fait parler d'eux, quoi? Ah oui, ils ont fait parler d'eux parce que... ils ont fait parler d'eux parce que finalement, assez paradoxalement d'ailleurs, la restauration Meiji, donc le retour de l'empereur au pouvoir, est largement leur fait. C'est-à-dire que dans... les vaincus de Sekigahara, qui n'ont jamais digéré en fait l'arrivée au pouvoir des Tokugawa, vont être parmi les premiers à sentir que le vent tourne et que le shogunat est affaibli notamment par l'arrivée des Américains puis des autres occidentaux qui montrent leur force militaire et qui montrent donc la faiblesse aussi du shogunat qui pendant toute cette période où le pays s'est refermé sur lui-même, il a vécu pas trop mal, mais ils se rendent compte qu'en termes de progrès technique, ils sont très très en retard. Quand les canonnières du Commodore Perry américaine donc, arrivent dans la rade de Tokyo, c'est un désastre pour les samouraïs. Toute leur bravoure, toutes leurs compétences militaires ne pèsent plus rien face aux canons embarqués des Américains, puis des Français, puis des Prussiens, puis des Anglais, et tous ceux qui vont succéder pour contraindre le Japon à signer des traités commerciaux comme tous les autres pays voisins. Et là, c'est la panique. Donc on a un parti... les deux partis sont soutenus par des samouraïs, mais on a un parti traditionnaliste plutôt constitué des vassaux traditionnels, des Tokugawa, qui eux veulent maintenir l'ordre établi en disant on va finir par y arriver parce que nous les Japonais, nous sommes des guerriers supérieurs et de nos corps nous ferons un rempart. Et cette idéologie qui à l'époque un peu planétaire d'ailleurs notre armée, nos hommes sont forcément meilleurs et la victoire morale est à nous. Et donc physique, et puis un parti plus pragmatique et qui n'est pas exempt d'arrière-pensée, puisque ce sont les vaincus justement de Sekigahara qui disent ça y est, là on tient notre chance, et qui vont donc encourager l'empereur à revenir aux affaires, et qui vont être largement les responsables de la restauration Meiji. Mal leur en prendra toutefois, puisque finalement, il est petit pour tout ça.
puisque finalement, à peine une décennie plus tard, l'empereur, donc le tout jeune empereur Meiji, comprend, et sous la pression de ses conseillers, que le monde a changé, que le temps des samouraïs est révolu, et que si on veut bâtir un empire moderne, il ne se fera pas avec des hommes qui portent le sabre au côté. Et donc il décrète la fin des samouraïs, l'interdiction du port des sabres, et l'interdiction de porter le chignon, le chonmage, donc le chignon caractéristique des samouraïs, c'est la fin officielle. Ça ne se fera pas sans heurts, évidemment, il y aura des rébellions, qui seront d'ailleurs conduites. Le principal chef de guerre rebelle à l'empereur sera celui qui avait favorisé son retour et son chef militaire dans un premier temps. C'est celui qui a inspiré le personnage du film hollywoodien Le Dernier Samouraï, alors que l'histoire est bien supérieure à la fiction. Ça a été vraiment un personnage très très étonnant, qui a connu un destin. Il a favorisé le retour de l'empereur, finalement, pour en être la victime de cette restauration et de ce changement de pouvoir. C'est les généraux d'Algérie avec De Gaulle. Oui, c'est ça. Un siècle avant, un petit siècle. Non, c'est ça. Monsieur. Est-ce que l'exemple d'ascension sociale qu'a connu Hideyoshi est un exemple isolé ou est-ce que ça a pu se retrouver dans une moindre mesure dans le Japon de cette période? Alors, à cette époque, il n'est pas du tout isolé. Justement, à cette époque, il n'est pas du tout isolé. C'est justement, je vois sur votre petite note, et ce que j'aurais dû aborder, c'est la période du Gekokujo. C'est ce qu'on a appelé le Gekokujo, c'est-à-dire le subalterne renverse le supérieur. C'est vraiment caractéristique de l'esprit du temps. Je suis très anti-sèche. Donc c'est caractéristique de l'esprit du temps et ça montre bien qu'à l'époque, l'ascenseur social fonctionne à plein. Hideyoshi en étant évidemment le meilleur exemple. Mais évidemment, malin qu'il est, c'est lui qui va être le premier à édicter des lois pour interdire le changement de statut. C'est lui, alors même qu'il vient de la terre, des plus bas échelons, c'est lui qui va dire maintenant plus jamais. Moi je suis le premier et le dernier de l'espèce. Et ça va être évidemment validé par les Tokugawa qui vont complètement figer le corps social à leur profit et au profit des samouraïs, eux étant très inspirés et de plus en plus d'ailleurs à mesure que la période Edo va avancer par l'idéologie confucéenne qui cherche à établir un ordre considéré comme parfait, un ordre social considéré comme parfait et dominé par les guerriers. Donc surtout pas de mixité sociale, chacun doit accepter son sort, sa condition et se trouver heureux dans un monde supposé être en parfaite adéquation avec les souhaits du ciel, d'où le fils du ciel et toute cette terminologie-là qui est complètement liée à ce courant de pensée. Donc, alors, avant Hideyoshi, oui, les exemples abondent. On a un autre chef de guerre très connu qui s'appelle Hojo-sun qui va reprendre le flambeau de la ligne des Hojo et être l'un des principaux daimyos de l'époque des royaumes combattants, alors qu'il est parti, c'était juste un brigand, un chef brigand. On a un marchand d'huile aussi qui va finir daimyo. Enfin, on a pas mal d'exemples en fait de gens, des profils très très variés. On a, on va dire, deux grands types. On a un profil d'anciens gouverneurs, donc de grandes familles qui ont réussi in extremis vraiment à opérer leur mutation et à s'inscrire dans ce nouveau monde en formation. Et puis sinon, c'est le règne des aventuriers, des chefs charismatiques qui vont agréger 10 hommes, puis 100 hommes, puis 1000 hommes et gagner du terrain et devenir contrôler 3 à 4 provinces. Clotilde, puis monsieur, et ensuite on va... Très vite. Est-ce qu'on a une vision, on va dire, sociologique entre guillemets de l'époque sur comment le reste de la population japonaise perçoit les samouraïs? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des, je sais pas, des écrits de gens qui disent ils sont méchants, ils sont gentils, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'on a des... Parce que est-ce que c'est vraiment une caste à part qui ne se mêle pas à la société? En fait, une caste, je ne sais pas si c'est le bon mot, j'y connais rien. Mais, ou alors, voilà, ou alors est-ce qu'ils sont vraiment dans le tissu social, c'est-à-dire au niveau intégré dans le tissu social, c'est-à-dire par rapport à l'agriculture, parce qu'ils doivent manger, par rapport aux routes, parce qu'ils doivent se déplacer, par rapport... donc est-ce qu'ils sont vraiment cloisonnés ou est-ce qu'ils sont... voilà. Je vais juste dire un mot par rapport à la Chine et puis Julien vous expliquera ce qui se passe au Japon. Et, ce type de classe sociale est copié sur le modèle chinois, qui est un modèle confucéen, comme d'ailleurs Julien vient de vous l'expliquer. Chacun donc accepte son lot, il a une place dans la société et cette place est légitime, mais le fait que chacun ait sa place crée l'harmonie dont parlent beaucoup actuellement les dirigeants chinois. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Mais
l'harmonie ne veut évidemment pas dire l'égalité, et c'est hiérarchique. Donc, vous avez, c'est comme dans un gâteau marbré, si j'ose dire, vous avez les différentes catégories l'une sur l'autre, et on ne passe pas de l'une à l'autre. Et alors là, je me tourne vers Julien parce que je me trompe peut-être, mais enfin, moi j'en étais restée à ces histoires que l'on raconte beaucoup. C'est que malgré tout, un samouraï a théoriquement, je ne dis pas qu'il l'a souvent exercé, mais un samouraï, jusqu'à la fin de l'existence officielle des samouraïs, a eu le droit d'exécuter un coup de sabre, le paysan, l'artisan ou le marchand, dont il trouve que l'attitude n'est pas assez respectueuse. Je ne sais pas si... Tout à fait. D'ailleurs, ça va devenir à la fin de leur période, comme ils sont criblés de dettes, dans une situation économique et financière assez délicate, ça va devenir quasiment le seul moyen de faire respecter un peu leur statut, spécialement pour les plus bas échelons. Cette crainte